On va attendre juste un tout petit peu parce qu'il y a des gens qui vont arriver. Bien sûr. Bon, c'est une première, hein. C'est ici que le livre est présenté pour la première fois. Voilà, mais c'était important pour moi qu'il le soit dans une librairie et je dirais dans une vraie librairie. Voilà. Donc, Avec un vrai libraire. avec un vrai libraire. Donc pour ceux qui connaissent Vladimir ici, bon, c'est un vrai libraire, quoi. C'est un plaisir de venir ici. Moi j'y viens assez souvent et je vois rarement des clients sortir sans livre, quoi. Donc et c'est vrai qu'il y a un choix. Bon, alors, notamment ce qui. Là aussi je peux lui faire de la promotion, voilà. C'est que en termes de littérature d'Europe de l'Est et Europe centrale, vous ne trouverez pas mieux dans le secteur, quoi. C'est vraiment d'une richesse extraordinaire. Et en plus, il est capable de nous apporter des compléments d'information, de nous expliquer. Moi, j'ai découvert la littérature croate, la littérature serbe, et hongrois également. Enfin, Tchèque, polonais. Bon, on attendra un tout petit peu, mais bon, je profitais, bon, tu as commencé à présenter la librairie. C'est bienvenue à la librairie Chien sous la Lune. C'est une petite librairie généraliste qu'on appelle, indépendant, qui a un peu de tout. Un peu de musique, un peu de cinéma. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis un grand fanat de littérature d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et de monde russe plus largement. Mais après, j'aime tout, j'aime le polar, j'aime SF, j'aime tout ce que je peux lire. Je suis un peu boulimique de lecture. Et grâce à Marie-Paul, qui est connue comme quelqu'un qui lit les gens ici, et qu'elle connaît tout le monde, j'ai eu cette petite recommandation à lire Xavier et tout, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et il faut savoir que Xavier, c'est le best-seller de librairie Chien sous la Lune quand même. C'est le plus grosse vente de cette librairie pour le moment. On verra après. On va voir si numéro 2, il va dépasser numéro 1. Voilà. Et grâce à mes super capacités d'organisation, j'ai mis sous l'affiche 18h, mais j'ai annoncé à certains gens 19h. Du coup, j'ai essayé de gagner un peu de temps. Voilà. Pourquoi ça s'appelle Chien sur la Lune? Alors, librairie, elle s'appelle Chien sous la Lune pour deux raisons. C'est que nous, on a vécu pendant plus de 23-24 ans en région parisienne. Et on ne pouvait pas avoir une animale en fait parce qu'on avait un appart et c'était compliqué, on ne voulait pas imposer ça à un chien ou un chat à vivre dans un petit appart en région parisienne. Et on a promis à nos gamins, quand on va venir vivre dans le coin, qu'ils auront un chien. Du coup on a eu un chien et on est devenu un peu gaga quand le chien il est arrivé. Et en fait comme à ce moment-là on a décidé d'ouvrir la librairie, on cherchait le nom. Et moi je ne voulais pas un nom, page, livre, encre, lettres, tout ça, je voulais quelque chose d'autre. Et en fait, c'était, petit à petit, c'est venu, parce qu'on regardait notre chien, on se disait, tiens, s'il était sous la lune, ça fait un peu, ça fait rêveur, ça fait, voilà, ça fait quelque chose d'autre et il y a un côté BDS, qui a un côté, une image, jolie image, en fait, un chien sous la lune. Et plus tard aussi, je me suis rendu compte, en réfléchissant un peu plus longtemps, qu'il y a aussi un poète russe qui s'appelle Sergei Yesenin, c'est un poète de début du XXe siècle, qui a écrit beaucoup sous le campagne russe, sous le côté un peu rural de Russie profonde, et il a écrit un poème qui s'appelle le Cantique de chienne. Et en fait, cette cantique, elle est très belle, c'est une chienne qui perd ses chiots, et que le nuit où ses chiots ils sont disparus, elle est dans une telle désarroi et souffrance qu'elle va imaginer qu'un de ses chiots il se transforme en lune en fait en montant au ciel. Et je pense quelque part inconsciemment aussi ça jouait sur cette fameux titre Chien sous la Lune. Et si vous allez sur le site de librairie, vous avez le cantique en entier. Très triste. Très triste, très très triste. Et moi quand j'étais enfant, je pleurais chaque fois.
Et je le connaissais par cœur. Aujourd'hui, je connais certains passages par cœur, mais en serbo-croate. Du coup, je ne veux pas vous réciter ces histoires. Bon, on va peut-être laisser Xavier se présenter. Oui, avant de me présenter, je dirais également par rapport à la distribution du livre. Alors c'est vrai que c'est délibéré, hein, donc je suis auto-éditeur, c'est-à-dire que j'avance tout l'argent et après j'espère pouvoir payer mon imprimeur. Voilà. Ça se passe un petit peu comme ça. Et donc mon but a été vraiment de diffuser ce livre dans un contexte de proximité. Donc ce livre, il ne sera jamais sur Amazon, il ne sera jamais dans les grandes surfaces. J'ai souhaité qu'il soit uniquement dans des points de vente où il y a un vrai contact entre le vendeur, entre guillemets, et le client. C'est-à-dire que Vladimir sait qui a acheté le livre, et comme en plus ce sont des clients fidèles, il a des retours également, et moi quand je viens, voilà, il est en mesure de me dire un petit peu ce que les gens en pensent du livre. Ce livre, il est bien sûr disponible sur la côte picarde, puisque c'est logique, hein, c'est le cadre du roman. Donc il est à la Maison de la Presse de E, qui est beaucoup plus qu'une maison de la presse, c'est une librairie en fait. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est M. Pradel, hein, c'est un vrai libraire en fait, hein, mais qui fait en plus des journaux, mais c'est un vrai libraire. Et il est également à la Maison de la Presse de Mers-les-Bains, à la Maison de la Presse de Saint-Valery-sur-Somme, et il est dans une petite boutique à Holt. Alors si vous avez l'occasion d'aller à Holt, c'est une petite ville qui s'est transformée ces dernières années, hein, qui est vraiment, autant c'était triste à mourir il y a 15-20 ans, autant aujourd'hui c'est vraiment très très agréable à se promener à Holt. Et il est dans une petite boutique de souvenirs qui s'appelle Seajo, S-E-A-J-O tréma, et qui, donc c'est une toute petite boutique classe, avec des objets vraiment très particuliers, avec des objets de fabrication souvent locale, en tout cas souvent française. Et ce livre, donc j'ai eu un contact avec la gérante de ce magasin, et ce livre est le seul qui est dans sa boutique. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que ce livre, il est quand même, je peux le dire, il est quand même beau, quoi. Hein, par rapport à tous les livres qu'on peut voir, il y a quand même une qualité. Alors bon, la qualité, elle est liée aussi à l'imprimeur, quoi. On est quand même à l'imprimerie Paillard d'Abbeville, imprimeur depuis 7 générations, quoi. Moi, j'ai travaillé avec Julien Paillard, qui est le 7e, Paillard à la tête de l'entreprise. Donc voilà, ils sont entrepris depuis 1839. Et donc voilà, du travail de qualité. Alors, je ne vous cache pas que c'est automatiquement beaucoup plus cher que les imprimeurs en ligne, hein, mais voilà, on arrive à un résultat qui est assez intéressant. Moi, je voulais que cet objet soit aussi beau. Et je suis content parce que j'ai eu beaucoup de retours avec Falaise où les gens m'ont dit cet objet-là, on est content qu'il soit dans notre bibliothèque parce qu'il est beau, quoi. Donc il y avait cet aspect-là aussi, en plus du contenu. Et donc Seajo, c'est le seul bouquin qu'elle a dans sa boutique, et eh bien c'est là où il a été le plus vendu, parce qu'elle en parle énormément aux gens qui rentrent dans sa boutique, et voilà, elle l'a lu elle-même et elle l'apprécie. Et moi, c'est ce que je fais. Donc ce livre, il est également à Chaulnes, à la librairie Les Livres Enchantés, à Chaulnes. Et puis, il est depuis hier également à la librairie d'Albert, puisqu'il y a une nouvelle librairie qui s'est créée à Albert depuis novembre, qui paraît très sympa aussi, et une librairie indépendante. Et voilà, donc ce sont les seuls points de vente où il est aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous invite à valoriser aussi ces points de vente avec des gens qui aiment leur métier. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des gens dans les maisons de la presse qui font bien leur travail, quoi, le principal, c'est aussi la relation avec les clients. Voilà, est-ce qu'on attend encore On démarre doucement, il y a des gens, ils arrivent. J'ai fait une grosse erreur, moi. C'est moi. J'ai dit aux gens à 19h, là c'était 18h. Installez-vous, Florence, s'il vous plaît. Donc, je vais rester debout, moi. Je vais te poser la question en restant debout. Moi, je peux me mettre debout. Non, mais non, tu restes assis, toi, parce que je t'ai cadré en classique. Bon, je peux commencer par
présenter tranquillement aux gens. D'accord, donc je suis Xavier Becquet, je suis originaire de Mers-les-Bains. Alors, non, on va revenir à la genèse. Je suis né à Dieppe. Donc voilà, je suis un Normand par accident, puisque la clinique la plus proche était à Dieppe. Et donc, bien qu'étant originaire de Mers-les-Bains, donc dans la Somme, je suis né à Dieppe, où j'ai vécu 4 ou 5 jours. Dans mes souvenirs sont un peu flous. Et donc, après, j'ai passé mon enfance à Mers-les-Bains. J'ai quitté Mers-les-Bains pour aller au lycée d'Abbeville, le lycée Boucher-de-Perthes d'Abbeville, où j'étais interne. Et puis après, le monde du travail m'a entraîné vers Amiens et vers le coin. Je suis toujours resté dans la Somme, en ayant déménagé pas mal, ce qui fait que je suis très très attaché à ce territoire de Somme, en englobant une partie de la Seine-Maritime qu'on appelle la vallée de la Brelle, qui est intimement liée quand même au département de la Somme pour de nombreuses raisons. Donc c'est vrai que ces livres, puisque maintenant il y en a deux romans, l'intrigue se situe à Mers et au Tréport, et aussi délibéré, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi ce lien entre deux territoires, entre deux communes, mais aussi entre deux départements et deux régions historiquement très différentes, entre la Normandie et puis l'ancienne Picardie. Voilà, c'est très très différent. Et puis il y a aussi cette frontière, qui est le fleuve Brel, ce fleuve côtier, qui était une frontière naturelle entre ces deux régions et qui a été longtemps une frontière administrative, mais au sens le plus dur du terme, c'est-à-dire que chacun avait été indépendant de l'autre, quoi. Les communes de Mers et du Tréport se regardaient souvent en chien de fusil. Il y avait plutôt une lutte qu'autre chose. Bonjour, excusez-moi. Vous avez une table derrière, monsieur, allez-y. Vas-y. Là dans le fond, parce que c'est grand. Alors je ne suis pas du tout issu du monde littéraire. Moi, je n'ai même pas fait d'études de lettres. J'ai fait par accident des études scientifiques qui ne me correspondaient pas plus que ça, mais bon, voilà, c'était comme ça à l'époque, quoi, voilà. Et puis, j'ai de reprendre des études tout en étant salarié à la fac de lettres, où voilà, ça m'intéressait beaucoup, mais là, bon, c'était compliqué d'associer à la fois la vie professionnelle, à 39 heures semaine à l'époque, et puis la vie étudiante, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas du tout de formation littéraire. Par contre, j'ai toujours écrit. J'ai toujours aimé écrire. Écrire, alors pas des livres, même si en troisième j'avais écrit un roman policier, qui est resté dans un tiroir et qui n'ira jamais bien loin. Mais j'ai toujours aimé écrire, et voilà, ça a toujours été une joie. Par exemple, je pense que ça vous est peut-être arrivé à vous-même, d'avoir des correspondants. À l'école, à une époque, on avait des correspondants, soit dans d'autres pays, soit dans d'autres régions. Et ça, c'était un vrai plaisir, quoi, pour moi, de correspondre, d'écrire et d'attendre que la lettre arrive. C'est une autre époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les mails, voilà. S'il n'est pas là, le mail, on réclame un quart d'heure après. Donc voilà, enfin, beaucoup d'écriture. Alors, j'ai eu un passé militant assez intense, donc ce qui fait que dès l'âge de 20 ans, j'ai rédigé des tracts. Et c'est vrai que des tracts, ça a aidé, parce que les tracts, il faut aussi bien formuler, quoi. Il faut être pertinent, il faut être juste. Et donc c'est vrai que voilà, ça fait partie de ma formation. Et puis après, je me suis intéressé à l'histoire locale, donc qu'on appelle le petit patrimoine en fait. Et donc j'ai fait partie d'une association où là j'ai également rédigé beaucoup d'articles. J'ai même été responsable d'une publication à un moment donné. Et donc là aussi ça m'a. Donc la plume n'était pas un problème pour moi, au contraire.
Et puis en 2013, j'ai sorti un livre, une biographie historique sur un médecin amiénois qui s'appelle Victor Autier. Alors vous connaissez peut-être certains d'entre vous Victorine Autier, hein, c'était un quartier, c'est une rue encore à Amiens. Victorine Autier était une infirmière pendant la guerre 1870, et c'est vrai qu'en cherchant sur Victorine Autier, j'ai découvert son père, et là c'était un personnage assez extraordinaire, qui a d'ailleurs œuvré ici à Villers-Bretonneux pendant toute l'occupation prussienne, puisqu'il était chef médecin des ambulances en fait, donc il soignait les blessés des champs de bataille. Donc les principaux champs de bataille, c'était bien sûr ici, hein, le 27 novembre, à Villers-Bretonneux et tout autour d'Amiens, hein, jusqu'à Bury. Et puis également le 23 décembre 1870, avec la bataille, ce qu'on appelle la bataille de Lalu ou bataille de Pont-Noyel, donc à quelques kilomètres d'ici. Il y a eu également beaucoup de blessés, et donc beaucoup de blessés étaient ramenés ici à Villers-Bretonneux. Donc voilà, j'ai fait une biographie historique de ce médecin. Mais ça restait un ouvrage historique, hein, très très documenté, qui, voilà, j'avais été un rat des archives pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et donc l'écriture devenait un moyen de transmettre mon savoir, hein, par ce livre. Mais il n'y avait pas ces échanges avec les lecteurs, puisque pour tout ouvrage historique, hein, Vladimir me contredira peut-être, mais pour tout ouvrage historique, c'est quand même le sachant, quoi. C'est quand même le sachant qui va nous distiller son savoir, et nous on se retrouve quand même bien souvent petit, quoi, par rapport à ce maître qui lui a beaucoup de connaissances. Nous on essaie bien souvent de comprendre dans tout ouvrage historique ce qui se passe, hein, et puis voilà, mais il n'y a pas ce rapport de complicité qu'il peut y avoir avec le roman. Et c'est vrai que j'ai découvert, moi, qu'en utilisant le roman, eh bien, on peut aussi créer des liens particuliers avec les lecteurs, et ça, c'est vraiment la raison d'être du roman. Je pense que pour la plupart des romanciers, c'est la même chose, mais en tout cas, pour moi, c'est tout à fait évident. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour le falaise, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le falaise, parce qu'elle est quand même, elle fait partie de suite. Enfin, elle est début en fait d'une histoire. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de falaise et présenter le falaise? Je pense que la majorité de gens ici ils ont lu du coup, mais bon, ça serait intéressant à parler un peu de falaise quand même. Qui a lu Falaise? Bon. Qu'est-ce que, parmi ceux qui l'ont lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Passionnant. Marie-Paul? Passionnant. Passionnant. Non-stop. Quand on rentre un peu plus... Voilà, alors, ce qui m'est revenu très rapidement de Falaise, c'est on le lit très rapidement, quoi. Et beaucoup de gens m'ont dit, je l'ai commencé et j'ai voulu aller jusqu'au bout très vite, quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'était mon objectif. Pourquoi? Je vous ai parlé du livre historique, hein, de la biographie historique. Biographie historique, je sais très bien que beaucoup de gens l'ont acheté, parce qu'il s'est très bien vendu. Hein, il s'est vendu à plus de 600 exemplaires. Pour un livre régional historique, c'est pas mal, hein, quand même. Et il s'est très bien vendu, mais je sais très bien que beaucoup de gens ne l'ont pas lu dans son intégralité, parce que c'est trop complexe, quoi. Enfin, un étudiant, oui, à la limite, va faire des recherches, il va s'en inspirer, mais c'est pas un livre qu'on va lire le soir et qu'on va lire jusqu'au bout, c'est évident. Donc, moi, avec ce roman, moi, je voulais envisager autre chose, c'est-à-dire que je voulais, c'est peut-être ambitieux, mais amener même des gens à la lecture. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire beaucoup, leur dire là, celui-là, allez, tentez le coup, vous y mettez, et je pense que vous irez jusqu'au bout. Et ça a bien fonctionné. Et j'ai un certain nombre de lecteurs qui m'ont dit, moi je ne lis pratiquement jamais, et là je l'ai lu, quoi. Et ça, c'est une belle récompense quand même, puisque c'était mon but, de faire un livre relativement simple et accessible,
pour que tous les publics puissent y trouver leur compte. Alors tous les publics peut-être pas, hein, ceux qui sont plus fans du prix Goncourt, ils vont peut-être trouver que mon style est pas suffisamment élaboré. Mais en tout cas, voilà, c'était important que tous les gens qui l'achètent, y compris pour me faire plaisir, hein, pour ceux que je connais, eh bien, ils prennent du plaisir et le lisent jusqu'au bout. Et ça, c'était ça a bien fonctionné. La moyenne de durée de la lecture, généralement, c'était 2 jours, quoi. La plupart des gens me disaient, je l'ai lu en 2 jours. Donc c'est plutôt, voilà, c'est 2 ou 3 jours, quoi. C'est plutôt positif, quoi. C'est assez intéressant. J'ai une dame qui est, parce que forcément j'en ai vendu beaucoup sur la côte, une dame qui l'avait acheté à Mers-les-Bains. Elle l'avait acheté à Mers-les-Bains, et puis elle m'a envoyé un message. J'ai lu votre livre dans la même journée, et je l'ai terminé assise sur les galets à Cailleux-sur-Mer. C'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est beau, ça veut dire que voilà, c'est moi aussi tout ce que je recherche dans le roman. Alors, je réponds peut-être pas à ta question pour l'instant, mais c'est tout ce que je recherche dans le roman, c'est-à-dire le plaisir que le lecteur peut en tirer, et puis surtout le fait que le livre, il vit sa propre vie après. Et ça a été, avec Falaise, ça a été le premier choc, de le voir sortir de chez l'imprimeur, quoi. Parce que le voir sortir, au départ, moi je m'attendais, je me dis, quand je vais voir tous ces cartons avec les livres dedans, je vais être super heureux, quoi. Et en fait, non, je me disais, ce livre n'est plus à moi. Ce livre, maintenant, il est au lecteur. Et chaque lecteur est capable de se faire sa propre représentation. Tout à l'heure, on parlait avec vous et avec monsieur de Marcel. Eh bien, je suis sûr que vous représentez Marcel d'une certaine façon, vous d'une autre, et moi encore d'une autre, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on se fait chacun sa propre représentation. Et c'est une volonté de ma part de ne pas être trop descriptif, c'est-à-dire que je laisse aussi les lecteurs se faire leur propre opinion, aussi bien pour les personnages que pour les lieux. Alors Falaise est né, Falaise ne devait pas du tout être un roman au départ. Falaise était là aussi un livre historique sur Mers et le Tréport. Voilà. Et puis, donc j'avais accumulé des tas d'informations dans les archives municipales, les archives départementales, dans les journaux, enfin, j'avais travaillé des années dessus. Il a fallu plus de 8 ans pour sortir Falaise. Et donc, je me suis aperçu en commençant à rédiger ce livre plutôt historique, sur l'histoire locale, que ça collait pas. Ça collait pas, j'allais à nouveau ne pas atteindre mon but que le livre soit lu. Voilà. Les gens auraient pioché des informations dedans, mais ils n'auraient pas lu le livre en tant que tel. Donc je me suis dit, il faut basculer sur le roman. Mais basculer sur le roman, c'est plus la même chose. Donc il a fallu tout recommencer, complètement. Et tout recommencer en éliminant tous les apports historiques qu'il y avait dedans. Alors je pense que vous êtes comme moi, quand on lit un roman policier et qu'il y a plein d'apports historiques tout le temps, au bout d'un moment, on dit, ouais, mais l'intrigue, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Comment ça voilà. Des fois c'est bien, mais des fois c'est trop, quoi. C'est ce que je voulais pas. Je voulais surtout pas en rajouter, je voulais surtout pas en faire trop. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait, ce qui fait que bon, il est pas très épais, mais en tout cas, il touche vraiment, enfin, il atteint vraiment son but. En tout cas, je l'ai emmené là où je voulais. Voilà. C'est important également, puisque dans ce livre, les personnages sont pour la plupart des vraies personnes qui ont vécu réellement à Mers et au Tréport. Donc ça, c'est très important, dont un certain nombre, je les ai connus. La plupart des prénoms utilisés sont réels. Je n'ai pas voulu mettre de nom de famille, mais les prénoms sont réels. Et ce qui veut dire que dans ce livre, beaucoup des témoignages sont de vrais témoignages. Et ça, c'était important aussi pour moi. Ce sont des témoignages de mes grands-parents, de mes parents. Quand on est enfant, on entend tout ça. On entend les parents, les grands-parents raconter des souvenirs. Puis, bon, bien souvent, on n'y prête pas attention. Ou bien, quand on est plus vieux, après, on dit « Ah, si j'avais su, j'aurais posé la question, j'aurais demandé. » Et bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Quand on est enfant, on n'est pas forcément touché par ça. Mais je me suis aperçu que tous ces souvenirs d'enfance, quand même, il en restait quelque chose. J'avais pas tout effacé, j'avais pas fait une remise à zéro de mon cerveau,
Et donc finalement tout est revenu, quoi. Et j'ai voulu réutiliser tous ces témoignages oraux, réels. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'humanité dedans, parce que ce sont des choses, des éléments vrais, quoi, hein, que les gens ont réellement vécu. Un historien, lui, ne va peu s'attacher à la vie quotidienne des gens. Hein, ou sauf si ça le sert pour démontrer une théorie, mais sinon il va peu rentrer dans la vie quotidienne. Moi, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Comment les gens vivaient en novembre 1939, hein, puisque c'est en novembre 1939 que se passe le livre. Moi, la drôle de guerre, moi je me suis toujours interrogé sur la drôle de guerre, quoi. Enfin, c'est quand même bizarre cette époque. On est en guerre, mais on n'est pas en guerre, quoi. Enfin, ce que j'ai voulu aussi aborder par ce livre, bien voilà, comment dans la vie quotidienne des gens se passe une époque qui n'est pas forcément bien connue, dont on connaît simplement les grands faits. Donc voilà, Falaise est parti de là. Et puis bien sûr, notre Marcel, donc le héros, le personnage, ben c'est un cabossé de la vie, c'est un rescapé de la Grande Guerre. Et donc je voulais aussi montrer à quel point il y avait peu de temps entre cette nouvelle guerre et la fin de la guerre précédente, quoi. On a du mal à s'imaginer ça aujourd'hui, hein. C'est compliqué pour nous de se rendre compte. Mais il n'y avait que 20 ans, quoi. Il n'y avait que 20 ans, c'est-à-dire que ceux qui sortaient de la guerre, qui en sortaient vivants, vous voyez une nouvelle guerre arriver, quoi. Et on imagine le traumatisme que ça devait être pour eux, quoi. Et ça, beaucoup de lecteurs m'ont renvoyé ça. J'avais pas pris conscience à ce point-là, quoi. Qu'il y avait une très courte durée. Donc notre Marcel, ben, il est vraiment là-dedans. Alors il a beau avoir ses 12 enfants, hein, pour ceux qui ont lu le livre, vous vous souvenez, il a cette grande famille, mais malgré tout, il souffre. C'est quelqu'un qui souffre au quotidien, quoi. Et donc, l'enquête qu'il se confie à lui-même, donc je ne vais pas dévoiler, hein, s'il y en a qui veulent encore découvrir Falaise, mais l'enquête qu'il se confie à lui-même, finalement, eh bien, c'est une enquête aussi pour exister, pour vivre lui-même, pour trouver un sens à sa vie, hein, et donc il va mener une quête de vérité pour lutter contre une injustice. Donc voilà ce que Marcel va faire. Marcel, j'ai énormément de commentaires sur Marcel, quoi. Marcel, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un de profondément humain, quoi. C'est quelqu'un de bon, comme on aimerait en côtoyer souvent. Et ben voilà, ben Marcel, moi je l'ai connu, contrairement à vous, vous voyez. C'est dire, il a existé, Marcel. Oui, il a existé, tout à fait, tout à fait. Il avait vraiment un trou dans la tête, suite à un éclat d'obus, donc en 1915. D'accord. Et là, on est... moi, ce que j'ai retenu et j'ai beaucoup aimé, c'est que bah, je connais le coin, on s'était baladé dans le coin, mais j'ai appris aussi qu'il y avait des maisons qui sont été dans ce coin-là et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai retenu, bah, de drôles de guerre, et aussi, alors, je ne sais pas si sûrement c'était voulu, mais un monde au bord du précipice, quand même. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Un monde au bord du précipice, avec les gens qui essaient de survivre comme ils peuvent, mais en bord de falaise, quand même. Et le fin, on était, je parle pour les lecteurs qui ont parlé aussi, tout le monde était un peu frustré à la fin, parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait savoir plus. Et du coup, beaucoup de gens ils disaient, mais on fait comment? On fait comment? Parce que on est tous au bord de précipice. Il nous a laissé là, en fait. Il nous a laissé au bord de précipice, il nous a laissé. Mais c'est rigolo parce que l'époque, comme on a parlé déjà plusieurs fois, parce qu'on a papoté, on est aussi toujours dans cette répétition de l'histoire, des fois, comme ils disent, une fois comme une tragédie, deuxième fois comme la farce. Mais bon, on verra si on est dans une tragédie ou farce. Bonjour. Installez-vous. Et voilà, on arrive. Donc, oui, cette notion de précipice, elle est importante. Déjà, c'est falaise au pluriel, quoi. Hein. Alors, bien sûr, au-delà du fait qu'il y a falaise, la falaise de Mers-les-Bains où habite Marcel. Hein, Marcel vit sur cette falaise de Mers. Vous l'avez lu? Donc, Marcel vit sur la falaise de Mers-les-Bains. Le crime se passe sur la falaise du Tréport. Pour ceux qui connaissent les lieux, ben on est vraiment encerclé par ces falaises. Hein. Quand on est à Mers et au Tréport, on a les falaises de chaque côté, c'est évident. Et puis même, pour ceux qui, si vous vous souvenez, même la maison où est né, où a vécu à un moment donné Marcel, c'est même écroulé, hein, elle est même tombée de la falaise, quoi. Donc on est vraiment en effet toujours avec cette angoisse, cette angoisse du vide que moi j'accentuerais par rapport à ce que dit Vladimir. C'est pas que la falaise, c'est la mer aussi. Il y a cette peur de la mer qu'ont les autochtones.
Et ça, ça c'est quelque chose que je voulais aussi qu'on retrouve dans ce livre et qu'on retrouvera également dans La Force du Galet, parce que la mer n'est pas bienveillante pour les hommes du coin. La mer est dangereuse. La mer, c'est un garde-manger, oui, c'est vrai, et ça c'est bien, hein, c'est très bien. Beaucoup de gens, voilà, à l'époque, se nourrissaient grâce aux produits de la mer, mais c'est dangereux la mer. Et les gens n'allaient pas, les autochtones, les gens du coin, n'allaient pas se baigner à la mer. Contrairement aux baigneurs, donc ça, ce terme, je l'ai remis dans La Force du Galet, et je l'ai même explicité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je l'ai même explicité ce terme baigneur, puisque c'était le terme officiel, hein, que pour tous les gens qui venaient en villégiature dans les stations balnéaires de la côte, on les appelait les baigneurs. Mais eux-mêmes s'appelaient les baigneurs, hein, puisque les associations de propriétaires s'appelaient les associations des baigneurs. Dans les actes administratifs, les municipalités parlaient d'eux comme les baigneurs. Voilà. Donc c'est vraiment un mot qui a été utilisé très souvent, qui a disparu peu à peu du vocabulaire dans les années 70 en fait. Hein. Mais c'était vraiment le bon mot, hein, pour appeler les aristocrates et bourgeois qui venaient au début du XXe siècle, hein, sur la côte. Donc il y avait des villas, toutes ces villas magnifiques qu'on a sur notre côte picarde, qui venaient essentiellement des grandes villes. Hein. Souvent ils venaient de Lille, de Beauvais, d'Amiens, voilà, ces gens-là, hein, avec des architectes de renom qui se faisaient plaisir en plus, chacun voulait apporter sa touche particulière, c'est pour ça que les villas sont aussi différentes les unes des autres. Et donc, j'ai perdu le fil. On est au bord de précipice, mais aussi au niveau historique, parce qu'on est dans le drôle de guerre et on est face aux gens qui, une fois à nouveau, comme tu dis, après 20 ans, un peu plus que 20 ans, ils se retrouvent à nouveau face à une guerre, mais tu nous laisses à la fin sans réponse. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais heureusement, on arrive aux forces de Galet. Et je te laisse la parole. Alors, la force du Galet. Alors, un titre, c'est pas simple à trouver. Souvent, on trouve le titre quand on a terminé d'écrire. C'est très compliqué. Falaise ne s'est appelé Falaise qu'à la fin. Hein, il s'est appelé longtemps, il s'est même appelé Hospice au départ. Hospice, pour ceux qui ont lu, vous vous souvenez peut-être, c'est le père de Marcel qui s'appelle Hospice. Et c'était son vrai prénom. Voilà. Et donc il s'est même appelé Hospice, et après il s'est appelé Les Morts de la Falaise, ce qui était plus adapté, mais c'était un petit peu violent, quoi. Donc voilà, donc on est revenu sur Falaise, en plus avec cette notion de précipice. La force du Galet. C'est vrai que ce titre s'est imposé tardivement. Au départ, on avait Falaise au pluriel, on avait Galet au pluriel. Voilà. Et puis, c'était pas suffisant, quoi. C'était pas suffisant parce que c'est pas simplement cet élément géologique, hein, qui est sous nos yeux quand on va sur nos belles plages de Picarde et normande. C'était aussi ce que représente le Galet. Le Galet, c'est extraordinaire un galet, quoi. C'est-à-dire on part d'un morceau de silex coupant et on arrive à un moment donné avec ce petit morceau de caillou qui est doux, qui est agréable au toucher. Voilà. Mais pour en arriver là, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour arriver à ça. Et ce temps, c'est ce qu'il faut aussi souvent aux êtres humains. Hein, même si on est aujourd'hui dans une société un peu de fous, où tout est urgent et il faut qu'Amazon vienne le lendemain nous livrer, même si on pouvait attendre 15 jours. Mais non, là, le Galet, lui, il faut du temps. Sinon, ça restera un silex pointu, coupant, qui ne pourra pas nous donner satisfaction. Donc c'est la force de Galet. Ce titre, il est essentiellement par rapport à cette notion de temps qu'il faut à l'individu pour quelquefois trouver son équilibre, trouver ses marques, hein, construire sa vie. Tout ne se fait pas toujours rapidement comme on le voudrait. Il faut du temps. Et quelquefois, c'est même plus qu'une vie d'humain, selon les cas. Mais voilà, c'est comme ça. Et il faut accorder le temps au temps, comme disait quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai envie de vous lire un passage.
Alors, je ne vais pas tout dévoiler quand même, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de suspense dans ce livre. Mais je vais vous lire le début. Quand même. Pour ceux qui ont lu Falaise, donc on a beaucoup parlé de Marcel, c'est évident, puisque Marcel, c'est lui qui est là, présent. Hein. Et puis on parle de Jean-Baptiste, mais on ne le voit pas, Jean-Baptiste. Hein, on entend parler de lui. Il écrit, Jean-Baptiste. Marcel s'imagine en train de lui parler à Jean-Baptiste. Hein, vous vous souvenez, quand ils ont les pieds justement au bord de la falaise et qu'il s'invente un petit peu un monde parfait. Mais Jean-Baptiste, on ne l'a pas vu. Jean-Baptiste, il a été condamné au bagne, hein, aux travaux forcés, en 1923, et pour une peine de 30 ans, et il a purgé la totalité de sa peine, quelle que soit l'enquête qu'a pu mener Marcel. De toute façon, Jean-Baptiste a purgé la totalité de sa peine en Guyane. Alors, là aussi, hein, par rapport à l'actualité, quand on entend aujourd'hui qu'on va réouvrir, alors on n'appelle pas ça bagne, mais ce centre de détention qu'on veut réouvrir en Guyane, ça fait un petit peu froid dans le dos quand vous lirez le livre, vous y penserez également à ça. Vendredi 2 mai 1952. Donc nous sommes 13 ans après Falaise. Jean-Baptiste est revenu. Il est arrivé cet après-midi en gare de Le Tréport-Mers par le train de 18h34. Marcel l'attend, seul. Jean-Baptiste apparaît coiffé d'une casquette de couleur beige, vêtu d'un pantalon de velours marron et d'un pull à col roulé bleu marine. Dernier passager à poser le pied sur le marchepied pour quitter la voiture, il s'avance lentement sur le quai, se laissant distancer par le groupe de travailleurs pressés de s'engouffrer vers la sortie de la gare pour retrouver leurs proches. Seul voyageur encore dans les lieux, il ralentit son allure, semblant vouloir suspendre l'instant quelques secondes encore. Avançant à pas très lents, un sourire béat emplit son visage. Identifier le premier bruit perçu ne lui cause curieusement aucune difficulté, alors qu'il s'inquiétait de ne plus jamais l'entendre un jour. Il l'attendait. Ce son répétitif, reproduit tant de fois dans son imagination, entretenait l'espoir de retour dans son pays du bord de Manche. Jean-Baptiste attendait ce signal de la vie déclenché par le lourd roulement des galets de silex, entraînés par la vague marine, par le flux et le reflux assourdissant de la mer qui hésite, envahissant la plage, puis s'en retirant dans un mouvement sans cesse renouvelé. La gare n'est située qu'à quelques dizaines de mètres du bord de mer. Le nez en l'air, tout en poursuivant sa lente marche, il observe un balai de mouettes évoluant à 5 ou 6 mètres au-dessus de sa tête. Il gonfle ses poumons au maximum afin d'y laisser entrer tout l'air possible. Un air chargé d'iode, un air empli de liberté. Sortant de l'ombre, Marcel quitte son observatoire provisoire près de l'entrée de la salle d'attente et s'engage sur le quai. Ils passent vers lui, baluchon en toile sur l'épaule, celui qui fut son copain d'enfance. Les cheveux ont blanchi, la silhouette paraît celle d'un vieil homme. Celui qui s'approche n'est plus le jeune musclé côtoyé des décennies plus tôt. Jean-Baptiste est aujourd'hui squelettique. Une teinte fort brune colore son visage émacié. L'aurait-il reconnu ? Il efface vite le doute de son esprit. Le moment n'est pas celui des questions et des jugements. Qu'importe le changement physique et qu'importe d'où il vient, Jean-Baptiste est de retour. Le premier visage accueillant le banni du bout du monde doit être le plus radieux possible. En descendant de ce train de travailleurs, Jean-Baptiste pose le pied sur la terre de ses ancêtres. Loin de l'enfer vécu ces 30 dernières années, loin de la Guyane et de son bagne. Les deux hommes ne se disent rien. Ils s'étreignent avec force pendant quelques secondes, puis se dirigent vers la sortie de la gare, côte à côte, après avoir échangé un sourire empli de complicité et de bienveillance. Marcel et Jean-Baptiste se sont enfin retrouvés. Voilà, on l'attendait, hein, pour tous ceux qui ont lu Falaise, on attendait ce moment-là, quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'écris maintenant. Parce que moi aussi, j'attends ce moment-là, j'ai envie de ces moments-là, quoi. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'émotions encore quand je lis certains passages. Voilà, on est avec des gens
un petit peu rustre, quoi. Vous voyez, ces gens, il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas... Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de complicité entre eux, quoi. Même s'ils ne s'étaient pas revus depuis longtemps, et même étant jeunes, ils ne partageaient pas forcément la même vie, hein, et ils avaient suivi des chemins différents. Alors moi j'ai envie de savoir pourquoi tu as libéré Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, je ne l'ai pas libéré, Jean-Baptiste, il a purgé sa peine jusqu'au bout, quoi. Alors Jean-Baptiste, ça aussi c'est un problème. Les gens ne comprennent pas, quoi. Parce que on pouvait envisager d'autres solutions. Peut-être qu'on pouvait anticiper cette... Alors Jean-Baptiste l'explique, hein, si vous lisez La Force du Galet, vous le découvrirez. Mais il est allé jusqu'au bout de sa peine. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Il y est allé jusqu'au bout de sa peine. Et donc il a juste une remise de peine de quelques mois. Voilà, l'État a été généreux. Mais non, mais après, toute la problématique est-ce qu'il revient ou pas? Or, très peu de bagnards sont revenus après en France. Beaucoup de bagnards sont restés sur place et sont morts sur place. Hein. Pour ceux qui avaient survécu au bagne, beaucoup n'avaient pas de moyens de subsistance, quoi. Et en plus, ils étaient toujours vus comme des pestiférés, comme des bagnards. Donc, voilà, lui, il a fait le choix de revenir, mais il a été un petit peu poussé, hein, là je ne vais pas vous dévoiler, mais on l'a vraiment aidé à revenir. Il y a eu un courant de sympathie pour le faire revenir en France. Alors, peut-on s'imaginer ce qu'un être humain prisonnier du bagne pendant 30 ans peut ressentir en foulant le sol de la commune où il habitait avant l'incarcération? Je pose la question, mais la réponse est non. De toute façon, on ne peut pas s'imaginer, c'est impossible. Alors on essaye quand même, grâce à Jean-Baptiste, d'avoir quelques éléments. Mais quand je t'ai posé cette question sur la libération, j'ai fait exprès de titiller, parce que tu as choisi, il a purgé sa peine, mais comme tu dis, il pouvait rester là-bas, il pouvait décider à ne pas faire face aux gens, à tout ce qu'il a soi-disant fait, que lui-même, il n'est pas sûr avec lui-même réellement. Il sait qu'il est innocent parce que Marcel lui a aidé, mais il décide à retourner. C'est pas facile de faire face à tout ça. Mais moi, je te laisse finir parce que je pense que ça va être dans ce sens-là. Alors pourquoi il est revenu? C'est un peu le titre, quoi, La Force du Galet, quoi. Il avait aussi envie de revoir ça, quoi. Il avait envie quand même de revoir ce territoire où il avait vécu ses années de jeunesse, y compris. Même si sa jeunesse avait été bien cabossée aussi, à lui, à Jean-Baptiste. Mais en tout cas, les années heureuses de son enfance, c'est là qu'il les avait vécues. Et je pense qu'il voulait revenir, voilà, vers ce pays. Et à un moment donné, donc 2 jours après son retour, il se promène, il marche sur l'esplanade de Mers-les-Bains. Donc la longue esplanade le long de la mer. À hauteur de la villa nommée La Violette, charmante résidence où séjournait fréquemment le poète François Coppée au début du siècle, Jean-Baptiste s'assoit sur le parapet. Les pieds dans le vide, 2 mètres au-dessus des galets, il contemple la mer. Il attendait ce moment depuis si longtemps. En sortant de la gare vendredi dernier, il n'a pas cherché à apercevoir la plage. Communier avec la mer, celle qu'il espérait tant revoir, méritait plus qu'un instant furtif. Hier, la promenade qui devait l'emmener vers le phare, avancée ultime entre les plages de Mers et du Tréport, a été interrompue. Depuis son retour, il attend fébrilement de se retrouver face à l'immensité marine en mouvement. Il aspire à revoir le va-et-vient des vagues, accompagné du roulement lancinant des galets à marée haute. Il espère tant que le moment de retrouvailles soit à la hauteur de ses attentes. Le fracas des vagues, s'écrasant sur le mur des galets, le transporte des dizaines d'années en arrière. Ses sens retrouvent le chemin du bonheur. Les vagues et les galets de son pays lui ont tellement manqué. Voilà, la force du galet, c'est ça aussi. C'est ce qui a contribué à lui donner envie de revenir dans son pays, malgré toutes les difficultés. François Coppée, vous connaissez comme poète? Alors, oui, certains connaissent. Alors c'est un poète qui était très connu à la fin du XIXe siècle et tout début XXe.
C'est un bon poète. Moi, j'étais surpris j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas ses poèmes. C'était vraiment un poète très très intéressant. Et il avait, en effet, il a résidé les dernières années de sa vie dans la villa La Violette à Mers-les-Bains. Villa qui existe toujours d'ailleurs, à Mers-les-Bains, elle s'appelle toujours La Violette. Et il a écrit ce poème qui se trouve donc en début de La Force du Galet. J'étais assis devant la mer sur le galet. Sous un ciel clair, les flots d'un azur violet, après s'être gonflés en accourant du large, comme un homme accablé d'un fardeau sans décharge, se brisaient devant moi, rythmés et successifs. J'observais ces paquets de mer lourds et massifs qui marquaient d'un hurrah leur chute régulière, et puis se retiraient en râlant sur les pierres. Et ce bruit m'enivrait, et pour écouter mieux, je me voilais la face et je fermais les yeux. Voilà, je pense que là, on a vraiment l'ambiance aussi que pouvait rechercher Jean-Baptiste. Bonjour. On va libérer merci, il faut qu'on parte. Merci. Merci. Alors, Vladimir posait la question, est-ce que voilà pourquoi il est revenu, pourquoi il a même s'il a purgé sa peine, donc quelque part il a payé sa faute à la société, eh bien il n'est pas pour autant libéré du poids de la culpabilité, quoi. À un moment donné, alors vous vous souvenez peut-être pour ceux qui ont lu Falaise, il y avait le patron de café à Autréport qui s'appelle Emilio. Donc là, Jean-Baptiste va être logé chez Emilio. Donc voilà, encore des gens au grand cœur. Et donc, chez Emilio, il rencontre deux jeunes hommes qui sont du village de Puy. Puy, c'est à côté de Dieppe. C'est le village où est mort Alexandre Dumas père. Voilà. Par exemple. Et donc, ces deux jeunes discutent ils aiment bien discuter à bâton rompu dans le café, et Jean-Baptiste, à un moment donné, s'introduit dans leur conversation, et il leur dit qu'il a été condamné. Vous avez été condamné pour quel délit, monsieur? Pour un meurtre. Jean-Baptiste laisse ce mot imprégner les esprits avant de poursuivre. Le procureur général avait requis la peine de mort. Les jurés n'ont pas suivi et m'ont accordé des circonstances atténuantes. J'avais été un courageux soldat pendant la guerre, celle de 14-18 bien sûr, et peut-être que les jurés m'avaient trouvé une bonne tête. Vous avez été condamné quand même? Oui, à 30 ans de travaux forcés. Peine que j'ai effectuée presque en totalité. Je suis rentré de Guyane depuis moins de 2 mois. Les deux jeunes hommes sont stupéfaits. Ils n'avaient vraisemblablement jamais vu de leur vie un ancien bagnard. Un criminel. Coincés entre les sentiments d'effroi et d'admiration, ils ne savent comment poursuivre la conversation. Voilà, on imagine quoi, un bagnard, on en entend parler, Jean-Baptiste le dit lui-même, moi quand j'ai entendu parler des travaux forcés, je disais presque, c'était pas l'expression à l'époque, mais aujourd'hui on dirait que c'était un peu le club Méditerranée, quoi. Ça serait de toute façon mieux que les prisons, que la prison, en tout cas de l'île de Ré, dans tous les cas. Mais finalement, c'était pas du tout le cas, loin de là. Ces centres j'ai même fait un complément sur les bagnes à la fin du livre. Ces bagnes étaient considérés, ni plus ni moins par certains journalistes, notamment américains, comme des centres d'extermination.
Et il disait que on n'avait rien à envier aux Allemands, puisque le but était de casser avant tout les hommes, casser des humains. Les travaux, entre guillemets, travaux forcés, n'étaient finalement pas le but d'avoir amené ces gens au bagne. Il fallait absolument les briser, les éloigner déjà, bien sûr, de la population et les briser. Voilà. Rappel avec l'actualité. Voilà. Espérons que ce projet n'ira pas bien loin. Pas de questions, Vladimir, non, pour l'instant? Je te laisse continuer. Je profiterai à la fin de poser encore deux questions. Vas-y, je ne veux pas te couper dans ton élan. Alors, c'est un bagnard, quoi. Et il retrouve, par exemple, son vieil instituteur, qui est à la retraite, bien sûr, et qui le rencontre par hasard, et qui lui dit, une fois il était au courant de sa situation, quoi. Sois toutefois prudent, mon garçon, reprend le vieil instituteur, car aucune incartade ne te sera pardonnée. Si tu ne te fais pas remarquer, tout se passera bien, j'en suis convaincu. Si tu seras inscrit sur la liste des suspects, j'en mettrai ma main au feu, hélas. Voilà. Et là aussi, c'est une réalité. Il a beau avoir purgé sa peine dans sa totalité, donc il a payé pour sa faute, eh bien, il restera quand même marqué avec ce lourd passé de bagnard. Et voilà, il y a notamment un passage dans le livre qui vous prouvera que c'est pas toujours simple pour lui. En sachant qu'il est déjà en prison d'une certaine manière par rapport à son expérience de guerre aussi. Tout à fait. C'est-à-dire, à un moment, tu parles aussi de double peine, de manière un peu. Voilà, mais c'est vrai que cet homme, il passe d'une trauma très forte, lui et Marcel, et il se retrouve dans une situation à payer une deuxième fois aussi pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est comme dans la guerre aussi, c'était pas lui qui était responsable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Donc pour Jean-Baptiste, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué quand même ce retour. Même s'il y a un courant de sympathie autour de lui, même s'il y a des gens bienveillants, c'est que ça reste très compliqué individuellement, quoi. Et voilà, un jour il est devant la gare, et puis il s'en va brutalement, très rapidement. Il franchit le parapet et court sur les galets en direction du cordon de sable sur lequel des petites vagues viennent mourir. Est-il devenu fou? Jean-Baptiste arrête brutalement sa course quand l'eau lui arrive à mi-mollet. Bombant le torse et regardant vers l'horizon, il hurle alors de toutes ses forces. Un cri semblant venir d'outre-tombe surgit du plus profond de son être. Un cri véritablement effrayant. La scène ne dure que quelques secondes, pourtant l'homme torturé par l'angoisse peine à reprendre son souffle. Il sent ses jambes défaillir et s'écroule sur les galets humides. Reprenant ses esprits, il tourne son visage discrètement vers l'esplanade, surplombant la mer, vérifiant qu'aucun passant n'a assisté à cette lugubre crise de démence. Le flux et le reflux des vagues assourdissent tous les sons. Jean-Baptiste est profondément bouleversé. Il ramasse un galet gris, presque parfaitement rond, et l'approche de ses narines, puis le glisse sur sa joue droite. Voilà, la force de galet, c'est aussi ça, c'est-à-dire ce pouvoir apaisant que peuvent avoir les galets sur un être torturé comme les Jean-Baptiste. Alors, bien sûr, dans Falaise, c'était pas forcément très triste, c'est très joyeux, je veux dire, non plus, puisqu'on était avec ces rescapés de la Première Guerre mondiale, qui en plus nous rappelaient ses souvenirs, mais tellement c'était obsédant, hein, c'est obsédant pour eux, quoi. Ils vivaient tout le temps avec ces souvenirs de Première Guerre mondiale. Eh bien, là, dans La Force du Galet, on est aussi avec Jean-Baptiste qui revit ce bagne, hein, qui revit souvent ce qu'il a connu au bagne, sachant qu'il est un des rares à en être échappé, puisque beaucoup mouraient sur place. Vladimir parlait du principe de double peine, c'était en réel en plus au bagne, puisque si on faisait une peine de plus de 8 ans, on devait rester encore 8 ans après sa libération sur place. Donc vous imaginez, quoi, c'est-à-dire que beaucoup de gens mouraient une fois qu'ils étaient libérés parce qu'ils n'avaient pas de moyens de subsistance sur place, quoi. Donc c'était particulièrement terrible. Donc voilà, il vit, même si on est dans cette ambiance où Jean-Baptiste, il est mal, en fait, il est mal, mais il a ses moments d'euphorie quand même. Hein. Un matin, il sort, il voit
la douceur printanière, les oiseaux qui chantent, tout ça, voilà, ça revient. Et puis le lendemain, ça peut être complètement différent. Mais ça, c'est comme dans la vie. Hein, on n'est pas toujours, au zénith. Vous aviez cabossé par le bail, mais aussi cabossé par son expérience de la guerre. Bien sûr, oui. Oui, et puis le fait que sa famille l'a abandonné aussi, donc ça, voilà, c'est compliqué à vivre aussi, quoi. Sa famille ne l'a pas soutenu, loin de là, quoi, au départ, donc c'est très, très, très difficile à vivre. Mais on a, malgré tout, dans ce livre, beaucoup de moments de joie, de partage, notamment quand on est chez Marcel, où Jean-Baptiste va souvent, c'est un petit peu un havre de paix pour lui. Et bien quand on est chez Marcel, c'est le bonheur familial tel que pour beaucoup d'entre nous on l'a connu avec nos parents, nos grands-parents, où il y a cette solidarité familiale, où on est dans la simplicité avec des moments de simple, des odeurs de cuisine aussi. Beaucoup, puisque Lucienne, la femme de Marcel, aime bien cuisiner. Simone, la femme d'Emilio dans le café du Tréport, elle aime bien aussi faire partager à ses clients, à ses fidèles clients, ses plats, les plats traditionnels. On est en 1952 en plus, donc on est dans une cuisine comme on dirait du terroir, quoi. Enfin vraiment très familial, et qui sont bons, quoi. Là, il y a toujours des odeurs de soupe, il y a des odeurs de cuisine qui nous donnent envie. Et puis on a ces jeunes aussi, les jeunes, on a Petit Marcel notamment, on a Pépé également, la fille aînée de Marcel, Pépé qui est un phénomène, qui déborde de joie, de bonne humeur, et qui va encore servir d'entremetteuse dans beaucoup de situations. Donc on a aussi ces personnages qui sont vraiment très très attachants, je dirais personnages secondaires, mais qui finalement prennent toute leur place. Il y a peut-être ces personnages que tu oublies toujours à dire, c'est le personnage de cette France de 1952. Parce que tu es beaucoup dedans en fait, et ça j'ai beaucoup aimé dans La Force de Galets, c'est que moi j'étais un peu déçu qu'on n'a pas su plus sur le Deuxième Guerre mondiale. Tu donnes des petits indices dans le roman, je ne veux pas le dévoiler, sur tous ces passages de 4-5 ans de guerre, de collaboration et tout ça, mais surtout tu te concentres beaucoup sur cette France de 52, qui est dans une période un peu transitoire, où en fait on a un monde qui se termine. Pareil, Force de Galets. Alors est-ce que ça sera le Galet, il va se casser en deux et on aura un monde tranchant qui arrive, ou est-ce que ça sera, il y a quand même 30 glorieuses qui s'annoncent quand même, mais j'avais l'impression en lisant cet livre que je lis d'une pays étrangère en fait, parce que c'est plus du tout ça en fait aujourd'hui, et je trouve que tu as très bien traduit, et tu as fait une quatrième, cinquième personnage de livre, c'est cette France de cette époque-là, avec tout ce qu'il porte. On a senti aussi ton passé militant, puisqu'il y a pas mal de clins d'œil sous les questions d'époque et tout ça. Et c'est assez intéressant à découvrir plein de petites choses comme ça sur cette France. Et je voulais te poser la question, comment tu as réussi à parler de cette époque, parce que tu n'es pas non plus aussi vieux, tu n'as pas vécu à cette époque-là non plus. Merci. Alors, là c'est intéressant parce que en fait, on découvre cette époque, du début des années 50, à travers les yeux de Jean-Baptiste. Puisque lui a perdu tout ça. Lui, il y a un trou de 30 ans dans sa vie. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé, lui. Je citais l'exemple des voitures tout à l'heure. En 1923, quand il est parti, il n'y avait pratiquement pas de voitures. Il revient en 1953, il y a des voitures partout. Quand il est parti en 1923, ceux qui venaient en vacances, donc les baigneurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui venaient sur la côte, c'était essentiellement des aristocrates et des grands bourgeois, qui venaient dans les villas pour les bains de mer. En 1953, c'est plus le cas. En 1953, il y a des toiles de tente partout, parce qu'il y a eu les congés payés, et donc le Front populaire qui est passé par là. Et donc voilà, ce sont des paysages complètement transformés. Et puis on est dans une situation quand même très ambiguë dans ce début des années 50. Alors la guerre n'est pas terminée économiquement, loin de là. Il faut encore se reconstruire. Et puis en plus, il y a encore beaucoup de dégâts de la guerre qui n'ont pas encore été restaurés.
Par exemple, à un moment donné, Jean-Baptiste va à Abbeville. Abbeville est encore en ruine en 1952. Enfin, en tout cas, le centre-ville d'Abbeville, quoi. Donc voilà, 52, ça fait quand même 7 ans que la guerre est terminée. Donc voilà, on est quand même dans cette ambiance où, après, avec le recul de l'histoire, on a l'impression qu'en 45, ça y est, la guerre est finie, tout revient comme avant. Non, pas du tout. Tout ne revient pas comme avant. Et donc, Jean-Baptiste découvre cette période difficile, et puis, il ne comprend pas que cette société, elle est déjà en train de s'orienter vers une société de loisirs, alors qu'elle est en train de se reconstruire. Et ça l'étonne énormément. Et en effet, après, quand on reprend là l'histoire du XXe siècle, eh bien, en effet, cette société de loisirs qui n'en finit plus de se développer aujourd'hui, eh bien, elle a démarré à ce moment-là, quoi. Donc vous verrez, par exemple, c'est pas un scoop, il est dans le livre, le premier mini-golf qu'on dit, en tout cas du nord de la France, c'est celui de Mers-les-Bains, et donc il a été inauguré en 1952, justement. Donc en 1952, Jean-Baptiste, pour ceux qui liront le livre, il passe à côté, il se renseigne un peu, qu'est-ce que c'est qu'un mini-golf, tout ça, et puis il repart en bougonnant, en disant, de toute façon, les adultes ne vont jamais jouer à ça, quoi, c'est pas possible, quoi. Voilà, on est quand même dans cet état d'esprit-là, où ça n'a plus rien à voir, quoi, entre ce que eux ont connu avant la guerre. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Vladimir, ça m'arrive quand même quelquefois. Sur la guerre, moi, c'est volontairement que j'ai très peu parlé des faits militaires de cette guerre, parce que j'ai voulu en parler à travers la bouche de Marcel. Comment Marcel a vécu les choses. À un moment donné, même Jean-Baptiste lui dit, ouais, mais c'est parce que les Allemands étaient retenus sur le front russe. Et Marcel dit, mais nous, on était loin de tout ça, on ne savait pas tout ça. Enfin, je veux dire, c'était pas notre problème. Nous, on a vécu les choses de cette façon-là, dans notre maison, avec nos enfants. Il parle de la résistance aussi. Moi, j'avais peur que si j'en faisais trop dans la résistance, mes enfants, qu'est-ce qui allait se passer pour mes enfants? Enfin, voilà. Et comme je pense que beaucoup de gens, alors là aussi, il y a un certain nombre de témoignages réels que j'intègre, et d'ailleurs, des choses qui ne peuvent pas être inventées tellement elles sont typiques, quoi, enfin, typiques des lieux. Mais je voulais le montrer à travers leurs yeux. Pourquoi? Parce que là, je parle en tant qu'historien amateur. Trop souvent, en France, la Seconde Guerre se résume à l'Exode, parce que tous ceux qui ont connu l'Exode s'en souviennent, c'est logique, ils en ont parlé, et la Libération, parce que tous ceux qui ont vécu la Libération s'en souviennent et en ont parlé. Et entre deux, on arrive à avoir peu d'informations sur ce qui s'est passé dans les familles, quoi. Dans nos familles, ici, sauf la question juive, quoi. Oui, mais dans nos familles à nous, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et donc, c'est intéressant aussi, donc là, moi, je me suis appuyé aussi sur des témoignages réels, de gens proches que j'ai connus, pour certains, pour expliquer ce que pouvait être l'occupation vécue chez nous, dans nos familles, dans les gens qui habitaient notre territoire. Et on voit que c'est pas... voilà. Là, ça remet un petit peu en question certaines grandes théories sur tous collabos, tous résistants, tous... Non, c'était pas comme ça, quoi. C'était pas comme ça. Chacun essayait de vivre, tout simplement. Essayer de vivre, de survivre, et voilà, des fois de faire des petits arrangements quand il y avait moyen. Petit Marcel, il va échanger 6 œufs contre un morceau de broute, du pain noir. Voilà, des petites choses. Et qui nous éclairent un petit peu sur ce passage de l'occupation où tout n'était pas simple, quoi. Et en tout cas, c'est pas blanc, c'est pas noir, ça c'est sûr. C'était entre deux, et les gens faisaient souvent comme ils pouvaient. Certains sont allés bien au-delà. Mais voilà, dans les familles, c'était un petit peu compliqué. Donc moi, j'ai voulu aborder cet aspect-là de l'occupation, parce que je pense que ça pèse encore quelque part sur nos générations et sur... voilà. Parce qu'on ne sait pas tout, quoi. On ne sait pas tout. De toute façon, au niveau des archives, tout n'est pas encore dévoilé. Pour la plupart des archives, il faut 80 voire 100 ans pour que les archives s'ouvrent. Et voilà. Et tout n'est pas aussi simple que ça. Tout n'est pas forcément noir, mais tout n'est pas aussi simple que ce qu'on veut nous présenter habituellement. Et quand on voit certains téléfilms où c'est soit t'es résistant, soit t'es collabo, non, enfin, dans les villages, ça se passait pas comme ça, quoi. Franchement,
quelle que soit l'époque. Par exemple, une chose qui apparaît clairement pour les gens d'ici, les gens de la côte, c'est que les Allemands ont changé de comportement à partir de 1942. Voilà, et à partir de l'été 1942, vis-à-vis de la population. Hein. Pourquoi? Alors, Jean-Baptiste qui lisait les journaux un petit peu au bagne, il dit, ouais, à cause des... Parce que sur le front russe, les choses avaient changé, mais peut-être, mais c'est en tout cas, ici, il y avait eu le débarquement, enfin la tentative de débarquement à Dieppe, en août 1942, qui a été un échec monumental, mais n'empêche que les Allemands se sont dit, s'ils ont tenté une fois, ils vont débarquer. Et là, les Allemands ont complètement changé d'attitude vis-à-vis de la population, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des gens dans les familles, quoi. Et là, c'était plus du tout des copains, entre guillemets, quoi. Là, ça devenait des ennemis, quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai voulu aussi intégrer dans ce livre pour qu'on... Voilà, c'est aussi un livre pour réfléchir un peu, quoi. Bah, tu dis à un moment, la jeunesse doit nourrir de passé pour transformer la société, mais elle ne doit pas garantir tout pour garantir de sérénité d'ancien. Et j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai envie de laisser parce qu'il y a une deuxième partie de l'histoire qui est aussi intéressant et qui me pousse jusqu'au bout aussi, parce que c'est pas que ces histoires du lourd et tout ça. L'autre histoire aussi, elle peut être dure, mais il y a aussi à nouveau une enquête que vous allez suivre avec Marcel et avec Jean-Baptiste. Et ce sera aussi intéressant que le premier, mais différent sous le forme. Mais on laissera les gens à lire. Je propose qu'on applaudisse à... Et je vous laisse poser les questions si vous avez... Juste pour terminer par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que j'aurais pu quand même en parler, c'est que vous verrez qu'au dos, en quatrième de couverture, il y a une photo. C'est une photo de Mers-les-Bains et du Tréport en 1950. Donc c'était vraiment à l'époque du roman, quoi. Et l'élément central de cette photo, c'est l'élément central du livre, c'est la gare de Mers-le-Tréport. Donc ça, c'est très très important, à tous les niveaux, parce que si on revient à l'occupation, à la résistance, c'était aussi un lieu de résistance, un des lieux les plus importants dans le secteur. Et puis, voilà, on va aussi voyager avec ces trains, quoi. Ces trains, y compris sur des lignes qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est quelque part, là aussi, tu parlais des années 50, eh bien, c'est vrai aussi qu'on tourne une page aussi, avec tout ce maillage des trains qu'il y avait partout. Et là, on en a perdu beaucoup de ces lignes n'existent plus. Et Marcel a dit même, à un moment donné, il discute avec un de ses collègues, et le collègue lui dit, de toute façon, tout le monde aura des voitures bientôt. Et Marcel dit, oui, mais pas forcément les gens de notre génération, quoi. Et il n'avait pas tort, quoi. Ces gens-là, n'ont pas forcément pris le train du progrès de la même façon que les plus jeunes. Donc voilà, donc élément central. Donc j'ai dû faire appel à... parce que j'aime beaucoup le chemin de fer, mais je ne suis pas un spécialiste en tant que tel, donc j'ai même fait appel à un ingénieur SNCF qui m'a donné quelques éléments pour pas trop me tromper dans les termes. Et par exemple, moi au départ, je disais les cantonniers, leur chef, c'est le chef de gare. Oh non, c'est pas ça, mais ça n'a rien à voir, c'est le chef de district. Voilà. Donc c'est simplement des éléments que j'ai voulu également rendre crédibles. Et vous les verrez voyager également dans 2 voyages notamment qui sont assez savoureux. Les cheminots, ils sont là tout le temps. Ouais. Est-ce que vous avez à vous des questions? Je vais regarder la plage de Mers-les-Bains avec un autre œil. Je pense. Ouais. Ne prenez pas trop de galets. C'est intéressant. Alors cette photo, bien sûr, elle est prise, la photo des galets contre la mer, contre une vague. Elle est prise, bien sûr, au pied de la falaise de Mers. Et voilà le but, alors, avec Michel, mon épouse, on y retournait très souvent. Et les conditions étaient jamais réunies comme il fallait pour avoir cette photo. Et puis, un jour, la magie, quoi. C'est celle-là, quoi. Et, voilà. Et donc, on a vraiment... Alors, c'est facile avec un film de donner l'impression de la mer, quoi. Mais avec une photo, c'est plus compliqué, quoi. Et là, je pense qu'on a bien ce mouvement des galets et de la mer, et voilà, et cette permanence, quoi, tout le temps, c'est ça. Et ce bruit, quoi, ce bruit des galets qui
qui est à la fois obsédant mais aussi apaisant, quoi. Enfin, voilà, on s'assoit face à la mer quand il y a ces vagues, et puis on peut y rester des heures, quoi. Si la pluie vient pas perturber, franchement, c'est voilà. Le soleil. Et donc voilà. Et donc même même à la fin, Jean-Baptiste est toujours attiré par ces galets, par cette plage de galets, quoi. Ça fait partie intégrante de son identité, quoi. Et c'est autre chose que les plages de Guyane. Voilà. Auquel il n'allait pas d'ailleurs, j'imagine. Ah bah lui certainement. Tu as indiqué que Marcel avait existé. Jean-Baptiste est-il un personnage complètement fictif? Non, et non. puis cette deuxième partie dont on ne dévoilera pas, est-ce qu'elle s'appuie aussi sur des éléments réels ou est-ce qu'elle est aussi fictive? Tu veux tout savoir. Donc là, c'est des secrets un peu de... Non. Alors Jean-Baptiste a existé. Dans Falaise, on s'inspire vraiment de faits réels, quoi. On est vraiment très très proche. Donc Jean-Baptiste existe réellement. D'ailleurs, j'ai cité les gens que je souhaitais mettre en avant. J'ai mis à Marcel et Lucienne, à Louis et Marie. Vous vous souvenez, Louis c'est le frère de Jean-Baptiste, hein, et Marie c'est Marie qui était donc amoureuse de Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, à Victoria. Donc Victoria, c'est un personnage que vous découvrirez avec La Force du Galet, qui a réellement existé. Et dans un endroit, je vous le dis pas, hein, vous le direz, mais un endroit qui existe encore aujourd'hui, qui a perdu un petit peu de son charme aujourd'hui, mais qui existe encore aujourd'hui sur la place du marché de Mers-les-Bains. Voilà. Donc ces gens ont réellement existé, d'autres ont également existé. Après, on est dans une fiction, hein, c'est pour ça que je l'appelle roman, j'ai délibérément appelé roman, même Falaise. Le but étant de les mettre en situation favorable, quoi. Hein, on n'est pas là pour faire du jugement. Enfin, moi, c'est pas mon style, quoi. Enfin, je veux dire, et ils ont certainement commis des erreurs à l'époque. Ils ont certainement peut-être eu des comportements non recommandés. Et alors, on ne sait pas comment les choses se sont passées. On parlait de l'occupation. C'est bien facile à nous aujourd'hui de juger ceux que quel que soit ce qu'ils ont fait pendant l'occupation, hein, les gens. Donc voilà, c'est plus compliqué. Il y a toujours des éléments vrais. Alors, au niveau du cadre, tout est vrai. Voilà, au niveau du cadre, tout est vrai. Si vous allez avec ce livre, vous vous baladez dans les rues du Tréport et de Mers, voilà, c'est pas un guide touristique, mais tout est vrai. Une lectrice qui fait cela après la lecture Ouais. du roman. Au niveau de l'histoire également, tous les faits liés à l'année 52 et avant sont vrais également. Il y a une grosse recherche documentaire. Je me suis beaucoup inspiré également des journaux locaux d'époque. Là, ça donne des éléments importants. Par exemple, des éléments tout bêtes. Hein. Si je vous dis, est-ce que ça existait en 52 ? C'est compliqué de savoir. Parce que vous allez me dire, oh, à peu près, oui, sûrement. Mais est-ce qu'en 50 ça existait ? Est-ce qu'en 54 ça existait ? Est-ce qu'en 52 ? On a rarement de points de repère par rapport à une année. Là, on l'a un petit peu avec le Covid, les années Covid. On va dire, ouais, c'était avant le Covid ou après le Covid, quoi. Mais sinon, des années, bon, à la limite, on va dire avant mon mariage, après. Enfin, des éléments comme ça. Mais on a rarement des points de précis. Et donc, par exemple, j'ai étudié toutes les réclames des journaux pour savoir quels produits existaient. Donc, quand je cite des produits dans le livre, des marques, je peux vous dire qu'elles existaient réellement en 1952. Quand je cite des titres de chansons qui fredonnent, ils existaient réellement en 1952. Enfin, il y a toute cette recherche documentaire sur le quotidien, ce qui n'est pas la plus simple à faire, hein, sur le quotidien. Sur les grands faits, oui, on a des éléments. Sur le quotidien des gens, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué, et on ne peut pas se baser sur les témoignages parce que les gens ne sont pas suffisamment fiables en termes d'années, quoi, de périodes. Et donc tout ça, c'est vrai sur le contexte du début des années 50. Jean-Baptiste rentre même dans l'église Saint-Jacques d'Abbeville, par exemple. Parce que l'église Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent Abbeville, elle existait encore, elle n'était pas encore abattue. Et donc, voilà, et donc le descriptif de l'église Saint-Jacques est réel. Hein, voilà, c'était bien tel que ça se passait à l'époque. Après, pour l'histoire elle-même, tout n'est pas vrai, quoi. Hein, tout n'est pas vrai. Il y a une part de fiction, mais il y a des éléments en permanence qui sont tirés de la vraie vie des gens. Mais tu
Bientôt, j'ai bientôt fini. Est-ce que vous avez des questions? Donc la troisième. Oui, oui. Donc là, le troisième paraît... Là, j'ai écrit le deuxième en me disant qu'il y aurait un troisième, quoi. Contrairement au premier où là, il était seul normalement. Le premier ne devait pas avoir de suite. Combien de temps du coup l'écriture? Donc là, ça durait une année, quoi. Une année, mais avec déjà beaucoup d'éléments accumulés précédemment, donc c'était plus simple. L'intrigue était peut-être plus simple à rédiger. Oui, alors par rapport à ça, sans dévoiler, il y a une intrigue qui encore nous ramène dans la Première Guerre mondiale. Bon, ça c'est un peu ma déformation. Moi, je suis un peu un spécialiste de la Première Guerre mondiale, donc l'intrigue nous ramène encore dans la Première Guerre mondiale. Les noms cités sont faux. Là, c'est de la fiction. Mais ils se basent sur des... Comment ? Ils se basent sur des événements réels, quoi. C'est-à-dire que dans toutes mes recherches, voilà, j'ai trouvé des cas similaires. Voilà, donc, mais là, volontairement, je n'ai pas voulu utiliser les bons noms de famille. Par contre, à l'inverse, je cite quelques résistants qui, eux, ont réellement existé, quoi. Parce que je voulais aussi, c'était une façon de leur rendre hommage. Sachant que vous verrez, il y a une page qui est assez... Voilà, mais on est dans le roman, quoi. On est dans le roman, donc c'est vrai qu'on peut se permettre des je veux dire, on n'est pas dans la même rigueur que le livre historique. Hein, on doit toujours s'appuyer sur des faits. Là, on peut s'appuyer sur des faits, mais on peut les transformer aussi pour mettre les personnages dans de bonnes conditions, quoi, dans de meilleures situations. Comment se sent-on quand on a achevé un ouvrage? On n'est pas bien. On n'est pas bien parce que on sait qu'on ne peut plus modifier après. C'est ça. Donner le bon à tirer à l'imprimeur, c'est d'une violence terrible, quoi. Enfin, Michel pourrait vous le dire. J'étais pas bien parce qu'après on sait que c'est fini, quoi. On peut plus intervenir sur l'œuvre. Voilà. Et après c'est une autre aventure, quoi. Après c'est une fois que bon, voilà, c'est tout. Je ne vais pas comparer à un accouchement, hein, mais bon, après il y a une forme de dépression après une fois que le livre est sorti. Et puis après, on part dans l'euphorie parce que là, voilà, on commence à avoir des lecteurs et des gens qui renvoient des éléments positifs. Donc, mais on ne sait pas, quoi. Hein. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Moi, j'attendais avec angoisse la vie de Vladimir, par exemple. Et quand on met le point final, on n'a pas de sensation d'achèvement, non, parce qu'on l'a fini dans la tête avant, quoi. Après, ça n'est plus que de la relecture, de l'amélioration, c'est un travail plus de français à ce moment-là, de littérature, quoi. Mais l'histoire, elle est écrite, quoi. Elle est écrite déjà. Mais il n'y a pas justement ça y est, je l'ai fait, je l'ai fini, je suis allé au bout, j'ai réussi à... Non? Compliqué, hein, comme question. C'est une satisfaction, oui. C'est une satisfaction, mais on aurait envie d'aller plus loin, quoi. C'est ça. J'aurais envie d'aller plus loin. Et là même, j'étais surprise quand l'imprimeur m'a dit il y a 400 pages, quoi, 408 pages. J'avais pas l'impression, quoi. J'avais pas l'impression que j'étais encore capable d'écrire beaucoup. Et bon, heureusement que je me suis arrêté là pour le lecteur. Mais moi, je suis bien avec mes personnages, quoi. J'ai pas envie de les quitter, quoi. Et quand j'arrête le livre, non plus. Et quand j'arrête le livre, je les quitte, quoi, quelque part. Et donc là, je suis, avant de venir ici, j'étais encore dans la réflexion et l'écriture par rapport au troisième, quoi, parce que j'ai envie de reprendre avec Jarella, j'ai envie de revenir avec eux, quoi. Et Michel m'a dit, ne les fais pas mourir, surtout les fais pas mourir. Mais voilà, enfin, moi je suis bien avec eux, quoi. Je les accompagne et c'est un peu ce que je mets. Hein, leur vie éclaire encore mon chemin. C'est un peu ça, quoi. C'est voilà tous ces. Et je me dis, tant qu'il y aura un lecteur qui va lire un de ces livres, ils vivront encore. Les gens que je cite, quoi. Ils vivront encore
Et Marcel, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on parle de lui comme ça. Certainement pas, quoi. Lui qui était, qui ne savait ni lire ni écrire. Et ouais, il ne devait pas s'imaginer qu'un jour, il y ait 25 personnes ici à Villars-Bretonneux pour entendre parler de lui, quoi. Et le pauvre Jean-Baptiste, quand il est parti au bagne, parce qu'il est bien parti au bagne, Jean-Baptiste, il ne devait pas s'attendre non plus à ce qu'on évoque encore son souvenir plus d'un siècle plus tard, quoi. Donc voilà, non, moi je suis bien avec mes personnages, et c'est presque un déchirement, quoi, d'arrêter le livre, parce que j'aurais envie d'écrire une saga. Tu fais vivre Marcel, mais tu fais vivre aussi des tas d'autres personnes qui ont ressemblé à Marcel Oui, à cette oui. époque. Oui, et le prénom Marcel est pas, bon, il est réel, mais il correspond vraiment aussi à une génération, quoi. Et beaucoup de gens me disent, moi j'avais un grand-oncle, j'avais un oncle, un grand-père qui s'appelait Marcel. C'est vrai que c'est vraiment un prénom d'époque, quoi, les autres aussi, donc j'ai essayé de pas faire d'anachronisme. C'est pas simple non plus, même pour ça, même quels étaient les prénoms utilisés, c'est pas toujours simple. Mais enfin bon, je pense qu'il n'y en a pas trop d'anachronisme dans ce livre. Et voilà, on essaie d'être avec eux. Donc c'est plutôt douloureux de terminer. Mais après c'est le plaisir là, tout ce que vous m'avez renvoyé déjà sur ce que vous avez trouvé dans Falaise. Voilà, moi j'ai repris une bouffée d'euphorie, d'oxygène. Là, c'est bon, je suis gonflé à bloc. Et c'est ça qui est important. Après, c'est la deuxième vague, quoi. Mais entre deux, la séance d'imprimerie, pour moi, elle est douloureuse, quoi. Elle est douloureuse parce que je maîtrise plus rien et c'est fini. Je pourrais plus rien changer dedans, quoi. Après, ça peut vous rassurer, nous, quand on termine la dernière phrase, c'est douloureux pour nous aussi. Quand on tourne la page, on se dit c'est fini. Bon, ok. Mais encore, ça va pas durer aussi longtemps parce que je me dis, vous avez vécu avec eux pendant, je pense, tous les jours, ils doivent être dans leur tête. Nous, on l'a pendant quelques jours, une semaine, et puis après, ça nous manque. Mais pour vous, ça doit faire comme un vide, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils sont plus là. Enfin, ils sont plus là. Ils sont plus aussi présents, quoi. Non, mais je vous cache pas que même pour le troisième, voilà, il faut que très vite, je me dise, c'est vrai, il n'y aura pas de quatrième, ou il y en aura un, mais non, mais il faut que je l'intègre très vite, quoi. Et ça, pour l'instant, je suis encore dans l'hésitation. Et puis, bon, il y a le fait aussi qui est intéressant, c'est ce que tu disais par rapport au début des années 50, quoi. C'est aussi faire découvrir une époque. Et ça m'intéresse encore, parce que je me dis finalement, alors on parle des 30 glorieuses, mais la vie quotidienne des gens à ce moment-là, quoi, quelle était-elle? Et ça, je trouve populaire. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et après, comme je le fais quand même avec une démarche d'historien, pour tous ces aspects-là, eh bien, ça peut servir aussi de référence après, quoi. C'est-à-dire que voilà, on peut se référer à ce livre en disant, voilà, en 1952, ça se passait comme ça, quoi. Je parle beaucoup de Radio Luxembourg, par exemple, parce que c'était une radio qui était très très écoutée à cette époque-là. Je parle des journaux également, de certains journaux. Je parle également du poids qu'avait le Parti communiste à l'époque, en 1952. Voilà, ça faisait partie de la vie, de la société, également. Donc c'était important d'intégrer tout ça, quoi. Donc j'espère vraiment que vous aurez autant de plaisir à découvrir la suite. Et puis bien sûr, comme pour Falaise, n'hésitez pas à faire des retours à Vladimir, et puis moi, vous prendrez ma carte et puis à me faire un retour également sur ce que vous en avez pensé. Merci en tous les cas. Merci à vous. Merci Daniel. Alors, il faut profiter que Xavier est là et que c'est le soirée, on peut dire un peu, on n'est pas à Cannes, mais on est presque comme à Cannes. On a une première ce soir et vous pouvez acheter le livre et le faire dédicacer par l'auteur. Merci. Oui, bien sûr.
still to work. Thank you. Very nice. I'd get you one, but the man who made it's probably dead.